Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 73 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 12 décembre et nous démarrons cet enregistrement à 7h48 du matin. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne l'actualité en bref, on n'a qu'un tout petit élément à souligner par rapport à tous les dossiers qu'on a suivis ces dernières semaines. C'est la Géorgie où on apprend hier que certains groupes anti-gouvernementaux voudraient se réunir et s'organiser en groupe de résistance contre les forces de l'ordre. Voilà, hein, on a vu des types qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à des Black Blocs comme on en voit dans les manifestations en Europe occidentale, venir affirmer qu'ils avaient l'intention de s'organiser en groupe de résistance. Alors résistance à quoi? On peut se le demander puisqu'on l'a rappelé, le gouvernement géorgien est tout à fait légitime pour lutter contre les forces de l'ordre. Bref, on a encore une fois des ingrédients supplémentaires qui nous laisseraient entendre que dans les jours qui viennent, toutes les manifestations auxquelles on a pu assister ces dernières semaines vont se poursuivre et que l'envie de faire une révolution de couleur type Maïdan et de la laisser, si c'est nécessaire, dégénérer comme le Maïdan est toujours d'actualité en Géorgie. Donc il va falloir surveiller ça comme le lait sur le feu, puisque vous le savez, c'est un des principaux points de confrontation, de friction entre l'Occident décadent et le reste du monde. Hein. On verra ce qui se passe en Roumanie aussi dans les jours qui viennent. Et puis on verra également, là on a appris qu'en Corée du Sud, le président allait s'accrocher lui aussi au pouvoir face à la procédure de destitution. Voilà, on est toujours dans les mêmes problématiques qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu. Alors, on va pouvoir d'emblée attaquer l'un des deux grands sujets de ce bulletin, hein, le Proche-Orient. L'autre volet, ce sera bien sûr la guerre en Ukraine. En ce qui concerne le Proche-Orient, on va commencer par la situation donc en Syrie, où on a donc malheureusement vu apparaître à partir de lundi fin de journée, mardi, surtout mardi d'ailleurs, des vidéos absolument atroces sur plusieurs réseaux Telegram, des exécutions sommaires commises par donc les membres de la soi-disant rébellion de modérés si chère à Monsieur Laurent Fabius. Hein. On nous avait dit que un grand coup de déclaration, de plateau télé, de nouveaux experts, qu'ils avaient changé, que leur chef Al-Joulani était devenu modéré, que c'était plus le modèle d'avant. Pardon. On vous avait mis en garde contre tout ce narratif qui nous semblait très suspect. Eh bien, ça n'a pas tenu plus de 36 heures. Les vidéos sont apparues et on a vu des prisonniers exécutés, des villages razziés, des hommes, des femmes exécutés, des civils comme des militaires. Bref, toutes les recettes de Daesh étaient à l'œuvre. Pour le plus grand malheur, semble-t-il, de la population alaouite, hein, parce que et chrétienne, bien évidemment. C'est surtout dans ces zones-là qu'on a pu voir ces images. On a vu aussi des Kurdes, un blessé, un prisonnier de guerre, logiquement, blessé, kurde, être exécuté sur son lit d'hôpital. Tout ça, bien sûr, dans le silence le plus assourdissant des médias occidentaux. Moi, j'ai relayé, c'était mardi, tout ça en fin de journée sur X. Il y a des gens qui ont tenté de relayer aussi. Mais ça ne déborde pas le cadre de X, hein, ça ne va pas sur les médias de grand chemin, ça ne va pas sur les politiques qui continuent, comme François Hollande, comme tous les, comme on a vu Marine Tondelier, enfin toute la clique habituelle est venue nous dire qu'il fallait se réjouir de la libération de la Syrie du vilain régime de Bachar el-Assad. Je note au chapitre de ceux qui se sont réjouis de ce qui se passait en Syrie, qu'on doit ajouter désormais, puisque mardi on a eu les communiqués des différents mouvements de la résistance palestinienne, et qui confirment bien ce que je ne cesse de dire au sujet notamment du Hamas. Le Hamas s'est félicité officiellement de ce qui se passe en Syrie. Voilà. Hein, on est dans une situation,
je ne cessais de le dire, hein, le Hamas c'est les frères musulmans, et les frères musulmans, la destruction d'un État, du dernier État laïque du Proche et Moyen-Orient, c'est quelque chose qui est dans leur agenda. Voilà, donc alors je sais pas si le militant de base dans Gaza qui fait face à Israël et à l'armée israélienne a conscience de tout ça, mais la direction, en tout cas ce qui reste de la direction du Hamas, a déclaré dans un communiqué se réjouir de la disparition du régime baassiste de Bachar el-Assad. Voilà, donc c'est ça la résistance, hein, puisque quand on sait, on va le voir, comment cet effondrement profite à Israël. Voilà, merci de saluer la disparition du dernier pays baassiste qui luttait depuis le premier jour de sa création contre l'État d'Israël. Bien joué, les masques tombent pour ceux pour lesquels il ne serait pas encore tombé, pour ceux qui continuaient encore depuis des semaines à venir me dire « Ah, vous êtes anti-ceci, vous êtes anti-cela ». Voilà, hein, les frères musulmans, c'est dans leur doctrine, c'est dans leur volonté politique de détruire tous les pays, enfin tous les gouvernements arabes laïcs, et ils ne pouvaient que se réjouir de ce qui vient de se passer en Syrie, tombant ainsi officiellement les masques par rapport à ceux qui les voyaient encore comme des grands combattants de la liberté et du développement du monde arabe, et puis de l'expansion enfin, hein, du monde arabe vers la modernité. Voilà, ils ont tout de suite affiché ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui sont absolument radicalisés sur le plan religieux et qui ne souhaitent absolument pas que les pays arabes et que le monde musulman se tournent vers la modernité. Voilà. Donc on a ça, et puis alors donc on voit la différence de traitement, et pour noyer le poisson encore un peu plus au niveau des médias de grand chemin sur ce qui se passe en Syrie, parce qu'on va aussi parler de ce qui se passe au Kurdistan, enfin au Kurdistan syrien, dans le nord de la Syrie, puisqu'on a vu des femmes être enlevées à Manbij et être emmenées probablement comme esclaves sexuelles, hein. On a vu ça aussi hier sur les réseaux sociaux. On nous sort, alors là c'est extraordinaire, hier soir on allume LCI et qu'est-ce qu'on voit? On nous dit, bah vous comprenez, le régime de Bachar el-Assad, hérité de son père Hafez el-Assad, eh bien c'est Hitler. Parce qu'ils avaient abrité en leur sein Alois Brunner, donc un ancien dignitaire nazi très important, hein, qui était lié à l'organisation de la Shoah, qui effectivement, hein, c'est un fait historique que Alois Brunner a trouvé refuge en Syrie, comme d'autres dignitaires nazis avaient trouvé refuge auprès de Nasser en Égypte. Mais, alors hier soir c'était bien sur LCI, c'est que il commençait à déballer en disant « Et je témoigne que il y a eu aussi des nazis qui ont réussi à s'évacuer en Amérique latine. » Ah bravo. Alors il parle d'Eichmann en Argentine, qui a été enlevé par le Mossad en 1960 pour être jugé à Tel Aviv. Parfait. Il nous parle de Klaus Barbie, qui a été donc lui tortionnaire pour le régime bolivien, puisque quand il a été arrêté, il y a des opposants boliviens qui ont reconnu Barbie une fois arrivé à Lyon et qu'on dit mais ce gars-là m'a torturé moi personnellement quand il y avait la dictature en Bolivie. Et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on nous dit Hafez el-Assad avait construit un régime en s'appuyant sur des nazis, enfin d'anciens nazis, d'autres régimes en Amérique latine en avaient fait autant, ça leur avait permis d'avoir des tortionnaires expérimentés, puisque là on nous sort toutes les histoires dans les prisons syriennes, qui sont probablement vraies et vérifiables, hein, où on a employé la torture, etc. C'est pas, la question n'est pas là. Oui, il y a eu tout ça. Malheureusement, il y a eu tout ça. Et qu'effectivement, on peut considérer qu'Alois Brunner, comme Barbie, alors Eichmann était beaucoup plus discret en Argentine, hein, il a pas filé de coups de main, parce que sa spécialité au sein de l'appareil d'État allemand n'était pas de torturer les gens. Hein. Eichmann, c'est un organisateur, c'est un planificateur, un type monstrueusement froid qui a envoyé des millions d'hommes et de femmes et d'enfants à la mort en organisant les convois de déportation. Il n'était pas sur place en train de faire comme Klaus Barbie, de torturer des résistants pour leur extorquer des informations. Alors que Barbie, lui, a offert ses services de tortionnaire au régime bolivien. Et Alois Brunner, on nous dit qu'il en a fait autant, très bien,
Mais on oublie dans tout ça, à la fin de la conclusion sur LCI, c'est qu'on a oublié qui a organisé, alors pas pour le monde arabe, mais qui a organisé en Amérique latine la torture, les écoles de torture avec d'anciens nazis pour mater les gouvernements sud-américains. Bah, c'est la School of Americas que les États-Unis ont complètement mis sur pied à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on avait effectivement des anciens nazis qui étaient là et qu'apprenaient à tous les agents de la CIA et leurs contacts locaux dans la Bolivie, l'Argentine, le Brésil, toutes les méthodes de torture qui étaient celles de la Gestapo. Voilà. Alors c'est pas la peine qu'on nous dise Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, surtout Hafez el-Assad, parce que Brunner, on pense qu'il est mort juste au moment où Bachar a pris fortuitement le pouvoir en Syrie, mais on oublie de nous dire que le plus grand orchestrateur de la torture avec des nazis et leurs méthodes, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pas la Syrie, c'est pas l'Égypte de Nasser qui l'ont fait. Je ne le nie pas. Alors chez Nasser, c'était pas pour être des tortionnaires, c'était surtout pour être des scientifiques. Mais là, en ce qui concerne la Syrie, on est sur des choses de niveau individuel. Les États-Unis ont organisé, c'est d'ailleurs Martin Sheen, qui fait partie des gens aux États-Unis, qui ont révélé ça à la grande presse et que ça a fait beaucoup de bruit, je crois que c'était à la fin des années 80, début 90. Les États-Unis ont, eux, construit une école pour apprendre aux gens les méthodes de torture. Voilà. Et il y a même... Il y a même des doutes sur le fait qu'il y aurait eu des types de l'OAS qui se soient retrouvés là-bas. Bon, ça a jamais été clair et définitif, mais voilà, les États-Unis, tout à fait officiellement, ont créé School of Americas pour apprendre à leurs agents américains et leurs agents locaux dans toutes les dictatures d'Amérique latine les méthodes de torture de la Gestapo de manière systématique pour s'opposer à tous les mouvements qui soient nationalistes, de gauche, etc. Et tout ça a bien évidemment été mis en œuvre, notamment dans le grand plan Condor, pour détruire toutes les démocraties socialisantes d'Amérique latine. Voilà, donc pointer du doigt cette histoire dans l'historique de la Syrie, c'est de l'histoire, on va pas nier que ça existe, mais le faire alors qu'on a les images des méfaits, des massacres, des exactions qui sont en train d'être commises par les soi-disant djihadistes modérés, pour nous dire bah oui mais regardez quand même Hafez el-Assad c'était un méchant et tout, on le savait. Il rappelait même que Chirac qui était plus ou moins en bon terme avec Hafez el-Assad comme il était en bon terme avec Saddam Hussein, donc avec les leaders des partis baasistes, il avait demandé à ce que Brunner soit extradé. Hafez el-Assad lui avait gentiment dit mêle-toi de tes affaires et laisse-nous tranquilles. Voilà. Et je rappelle que quand c'est nécessaire, même Israël a été capable d'aller rechercher Skorzeny, un des patrons des commandos de la Waffen-SS, qui était admiré par Hitler, pour aller opérer, ils ont été le chercher quand il était à Madrid, pour lui extorquer des renseignements, pour justement récupérer d'autres anciens nazis, en lui disant, vous savez où ils sont, c'est vos anciens camarades. Nous, on n'a rien de particulier contre vous parce que Skorzeny n'a pas été mêlé à tout ce qui concernait à la fois l'organisation de la destruction des Juifs d'Europe ou à des exactions particulières contre les Juifs. Donc, il savait que c'était un nazi et que, en tant que tel, il aurait peut-être mérité de passer devant un tribunal, peut-être pas pour être condamné d'ailleurs, mais en tout cas pour s'expliquer sur ses rapports avec et sa proximité avec Adolf Hitler. Et la seule chose qu'on aurait pu reprocher en termes de droit de la guerre à Skorzeny, c'est son opération pendant la bataille des Ardennes sous uniforme américain. Mais bon, vu qu'on était dans les années 60 et qu'il n'avait pas été pris sur le fait, c'était un peu trop tard pour lui le condamner pour ça. Et donc, le Mossad n'a pas hésité 2 minutes à aller chercher Skorzeny, lui dire, voilà, on sait qui vous êtes, il était réfugié à Madrid, il nous faut les noms, les machins, etc. Skorzeny s'est mis à table. Voilà, quand on a besoin de quelque chose, on le fait. Alors bon, là, le Mossad n'a pas été chercher un tortionnaire, mais enfin, ça les a pas dérangés d'aller demander à Skorzeny des informations.
hein, tout ancien nazi qu'il était. Donc là, à l'échelle individuelle de Brunner, bah, c'est pareil. Alors lui, il a effectivement probablement aidé à mettre en place des systèmes de torture. Je ne pense pas que Brunner ait participé lui-même à ces choses-là, parce que Brunner était un organisateur, un planificateur comme Eichmann. Donc je pense pas qu'il a été lui-même faire comme l'a fait Barbie, torturer personnellement des gens. Mais bon, ça reste encore à déterminer au plan historique. Mais voilà, alors on ne nie pas les faits, on dit que la façon dont on nous les révèle juste après qu'on ait découvert toutes les vidéos sur les massacres qui sont en cours, c'est encore une opération médiatique d'enfumage, mais alors de première catégorie. Hein, voilà, vous avez vu le régime de Bachar el-Assad, c'était ça, c'était Adolf Hitler, hein, puisqu'en ressortant Brunner, le but c'est de dire Assad, père et fils égale Hitler, dans la tête des gens, pour justifier tout le reste. Voilà. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, sur le terrain, la situation, alors vous voyez la carte de la Syrie, hein, on va s'intéresser à deux zones en particulier. On va commencer par la zone au nord du côté de Manbij. Donc, c'est la zone qui... donc Manbij est une enclave, hein, qui est tenue par les forces, enfin qui était tenue par les forces démocratiques syriennes kurdes, et qui a été vraisemblablement, hier il y a eu des communiqués contradictoires tout au long de la journée, qui a vraisemblablement été prise par les gens de l'armée nationale syrienne, hein, donc qui sont l'armée nationale syrienne, pardon, qui sont les affidés d'Ankara. On a vu que parmi eux, comme je le dis, des vidéos de femmes qui étaient emmenées contre leur gré par des types qui sont habillés comme les autres djihadistes qu'on a vu entrer dans Alep, Homs ou Damas. Et on nous dit qu'une partie des Kurdes à l'intérieur de la ville ont réussi, c'est pour ça qu'on vous a fait cette carte avec cette ligne pointillée jaune, hein, à rejoindre donc de l'autre côté de l'Euphrate, la zone qui est, elle, complètement tenue par les forces démocratiques syriennes kurdes, mais sans qu'on puisse être certain que puisqu'on a vu ces images de femmes qui étaient enlevées, que l'ensemble des gens des forces démocratiques syriennes ont pu être évacués. Hein, le sort de ces gens reste encore incertain. Il y a des colonnes qui ont réussi à quitter la ville vers l'est. Combien ça représente de Kurdes parmi ceux qui étaient dans la ville, c'est toujours très difficile de le dire ce matin. Donc ça veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on vous vend à la télé, c'est-à-dire que ça y est, la Syrie est libérée, tout est fini. Non, rien n'est fini pour les Kurdes. Une fois encore, on vous vend ça parce que, bon, bah voilà, Damas, il y a un nouveau gouvernement qui s'installe. On a commencé à voir les types qui le forment, et notamment le ministre de la Justice. Hein. Hier soir, Darius Rojbin faisait réagir le complice criminel de Tamshi, là, enfin complice du criminel Tamshi, pardon, en Albanie, là. Bernard Kouchner, bon, ça avait pas l'air de le déranger que le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice syrien dise, bah maintenant on va appliquer la charia, voilà, donc ça veut dire automatiquement la dimitude pour tous ceux qui sont pas musulmans sunnites, hein, parce que les chiites vont pas s'en sortir comme ça, et on a bien sûr vu des vidéos dans les rues, notamment de Damas, je crois que c'était une vidéo qui date de mardi soir, une journaliste qui est chrétienne, je crois, qui raconte qu'elle a été interpellée pour la première fois de sa vie par donc les fameux rebelles modérés, hein, qui lui ont demandé si elle était sunnite, chiite, alaouite, druze ou chrétienne. Et que si elle était là sans son frère, son mari ou son père, elle avait rien à faire dans les rues toute seule. Voilà la nouvelle vision de l'homme qui est en train de s'installer à Damas et partout dans le reste de la Syrie, contrôlée par ces gens-là. Bah, bien sûr qu'il faut applaudir, bien sûr qu'il faut se réjouir que Bachar el-Assad soit parti pour laisser la place à ces gens-là. Hein, je dis pas que le régime de Bachar el-Assad était le mieux, je l'ai toujours dit, c'était le moins pire. C'est tout. Voilà. Mais les gens préfèrent voir des images de types qui sont exécutés. On a vu aussi la profanation d'églises, on a vu la profanation, là ça va très loin, ils ont été jusqu'à profaner la tombe d'Hafez el-Assad. Qu'on décide de le retirer de son mausolée, parce que c'est sûr qu'avoir un mausolée pour un type qui a eu beaucoup de sang sur les mains comme Hafez el-Assad, et qu'on n'a pas envie d'entretenir un mausolée à grands frais
pour l'avenir, on peut tout à fait le comprendre. De là ensuite à profaner les morts, ça en dit long sur le niveau, ou plutôt l'absence de niveau de civilisation de ces gens-là, hein, parce que la sépulture et le respect des sépultures, c'est quand même un très grand marqueur de civilisation d'un point de vue universel. Donc là, on voit que les mecs, ils sont complètement fous, et tout ça, ça ne dérange personne, hein. Ils sont modérés, ils sont gentils, c'est mieux que Bachar, Bachar c'est Adolf Hitler, etc. Hein, j'en remets un petit coup parce que franchement, moi, ça me rend complètement fou de voir ça. Donc ensuite, l'autre point important auquel on a assisté, j'en parlais sur GPTV mardi matin, eh bien c'est qu'Israël a commencé une offensive aéroterrestre, hein, où on a eu des bombardements, vous avez vu les images un peu partout, de l'ensemble de tout ce qui était casernement, la marine, les bases aériennes de l'armée syrienne, enfin de l'ancienne armée arabe syrienne, hein, pour détruire le plus de matériel possible. On a constaté aussi la disparition, l'assassinat de plusieurs scientifiques de renom syriens, qui étaient liés de près ou de loin à tout ce qui a rapport, semble-t-il, avec... alors, on veut nous faire croire avec les labos d'armes chimiques ou je ne sais trop quoi. Bon, voilà. On continue de nous resservir la soupe sur l'usage des armes chimiques par Bachar el-Assad à la Ghouta. Je renvoie les gens aux analyses, aux experts du MIT, de Massachusetts Institute of Technology. Pas des gauchistes, pas des Russes, pas des Syriens, pas des Iraniens, des Américains, des étudiants américains qu'on fait toute une étude sur l'attaque chimique de la Ghouta et qu'on dit c'est pas l'armée syrienne qui a pu le faire. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, cette version-là, personne ne veut en entendre parler, donc c'est Bachar. Très bien. Bachar, il a tout fait, c'est le diable absolu, c'est Adolf Hitler, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, c'est pour ça que son peuple s'est battu pour lui pendant des années, mais bon, il y a pas de problème. Donc, on a assisté à cette opération de destruction par l'armée de l'air israélienne, et puis, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a eu donc une incursion depuis le territoire du Golan, hein, du plateau du Golan. Donc l'armée israélienne a pénétré sur le territoire syrien, elle s'est avancée jusqu'à peu près une vingtaine de kilomètres des faubourgs ouest de Damas, et l'objectif, on vous a retracé la frontière avec le Liban, c'est de pouvoir flanquer l'ensemble du sud Liban. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a le long de la frontière rouge, qu'on a mis en rouge, c'est bien sûr les positions derrière cette frontière, c'est là qu'il y a le Hezbollah et ses bastions, et vous voyez qu'en pénétrant dans le territoire syrien jusqu'au mont Hermon, et alors on nous dit voilà le mont Hermon, hein, j'ai vu des tweets d'Israéliens qui disaient on va pouvoir se faire une immense station de ski pour l'hiver, ça va être voilà, Netanyahou a dit on va garder le Golan éternellement, c'est à nous, etc. Donc les gens se réjouissent en se disant bah c'est bien, on va pouvoir aller skier, hein, parce que il y a de la neige là-haut en hiver. Donc ça permet de flanquer toutes les positions du Hezbollah et de les contourner. Voilà pourquoi l'armée israélienne a pénétré en territoire syrien. C'est pour s'offrir une base de départ dans le dos du Hezbollah et de ses positions si demain c'est nécessaire. Voilà. Alors en sachant que en plus de ça, le Hezbollah donc est pas prêt de retrouver des renforts, des munitions, puisque rien ne passera plus par la Syrie, et que je vois pas qui va pouvoir faire un pont aérien jusqu'à l'aéroport de Beyrouth depuis l'Iran pour apporter des armes et des munitions, hein. Ça paraît très compliqué. Donc voilà le bilan. Et bien sûr, à Damas, Al-Joulani a dit « Ah mais moi je me bagarre pas avec Israël, on a autre chose à faire, on a un pays à reconstruire. » Bref, on voit bien que tout ça finit aussi, ça sert les intérêts directs d'Ankara, et tout ça sert aussi les intérêts israéliens, comme on a cessé de le dire. Et cette opération est là pour le prouver. On a eu encore hier de nouvelles frappes sur tout ce qui peut rester comme entrepôts, comme arsenaux de l'ancienne armée syrienne, pour être sûr que rien ne permette à ces gens-là de se défendre si Israël a besoin de lancer une opération au sol de plus grande ampleur. Parce que c'est sûr que les djihadistes, là, ils ont pu bousculer l'armée de Bachar dans les conditions qu'on a rappelées, avec des drones, avec l'aide des forces spéciales en termes d'instruction
et d'action dans certains cas, semble-t-il, ukrainiens, avec l'aide des Turcs et compagnie, mais là, sans matériel lourd, si Tsahal a envie de rentrer, alors je pense que les Israéliens sont pas stupides, ils rentreront jamais dans Damas, parce que Damas, c'est une ville immense, et ils ont pas envie de se retrouver dans une espèce de Stalingrad oriental, mais s'ils veulent encercler Damas, mettre la pression sur le gouvernement syrien demain matin, ils auront tout loisir de le faire. Il n'y a plus rien pour s'opposer à eux en termes de matériel lourd. Voilà ce qu'on peut dire ce matin 12 décembre sur la situation en Syrie, qui est absolument donc catastrophique pour les Syriens, et on voit qu'il y a donc toujours des réfugiés qui tentent de rentrer au Liban pour éviter d'être soumis à cette charia qui se met peu à peu en place. Alors ensuite, on va parler de la situation, vous le savez, ici on parle toujours de ce qui se passe en Palestine, donc on va vous mettre la carte qui va avec. Donc dans le nord de la bande de Gaza, il y a encore eu des frappes israéliennes sur Jabalia et Beth Lahia, des frappes qui ont également touché certains quartiers au sud de Gaza City et qui ont fait encore une fois leur lot de victimes civiles. On a vu encore des images sur les réseaux Telegram d'embuscades tendues par les mouvements palestiniens. Du côté de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, c'est pareil, il y a eu encore des tirs des concentrations d'artillerie qui ont tué au moins 6 personnes, et il y a toujours des travaux qui sont en cours sur la partie sud de la bande de Gaza, au niveau du corridor de Philadelphie, pour aménager une espèce de no man's land pour empêcher les Gazaouis de s'enfuir vers l'Égypte. Donc voilà, la situation est toujours la même, et la situation reste toujours dans le flou et l'invisibilité. Au mieux c'est le flou, et au pire c'est l'invisibilité au niveau des médias de grand chemin. Personne ne parle plus de ce qui se passe à Gaza. En Cisjordanie, on a eu à nouveau des raids de la police. Alors là, on n'a pas d'estimation sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées. Et à Naplouse, il y a eu un tir sur un véhicule civil avec des colons israéliens qui a fait 3 blessés. Ça n'a pas provoqué pour le moment de représailles de la part des forces constabulaires israéliennes, et on va continuer de croiser les doigts pour qu'il y ait toujours aucune autre attaque de Palestiniens contre les colonies, mais uniquement contre les forces constabulaires ou militaires israéliennes. Faut surtout pas qu'il y ait d'engrenage contre les colonies et qu'il y ait des civils, des colons qui sont des civils en droit international. Ils n'ont pas à être là, on est d'accord. Ils sont illégalement présents, on est d'accord. Ils sont dans une occupation illégale, on est d'accord. Mais en droit international, ce sont des civils. Donc la dernière bêtise à faire, c'est d'aller en tuer pour les mettre dehors. On se bat contre des forces armées, on laisse les civils aussi problématiques que soit leur présence, parce que si on les touche, non seulement on se met en contravention du droit international, mais alors on offre à Netanyahou et ses fanatiques le casus belli dont ils ont besoin pour transformer la Cisjordanie en parking. Ne l'oubliez surtout pas. Et enfin, dernier point, on en a parlé hier sur le site de Veille Stratégique, Ansarallah a mené à nouveau des frappes en mer Rouge, donc sur des navires de ravitaillement et des destroyers de l'US Navy, ainsi que des tirs de drones vers Ashkelon et Tel Aviv, mais là on n'a pas de confirmation sur est-ce qu'ils ont fini par atteindre au moins l'espace aérien israélien ou pas. Voilà, ils ont déclaré avoir fait ces tirs, mais on ne connaît pas leur niveau d'efficacité. Voilà, chers amis, donc ce qu'on pouvait dire ce matin sur l'ensemble de la situation au Proche-Orient. Je vous invite encore une fois, vu qu'elle est complètement mouvante et brûlante, à ne pas céder à quelques paniques, entre guillemets, que ce soit par rapport aux informations que vous recevez. Prenez le temps de les analyser pour ne pas vous laisser piéger par les médias de grand chemin par rapport à tout ce qu'on peut vous servir matin, midi et soir. Et puis surtout, diffuser le maximum. On va vous mettre le lien de la chaîne Telegram sur laquelle on peut malheureusement voir
ces fanatiques massacrer, tuer, etc., de profaner les lieux sacrés des chrétiens, hein, les églises, etc., pour que quand on vous dit ah mais non c'est des mensonges, vous puissiez dire aux gens les vidéos elles sont là, va les regarder. Nous on peut pas les diffuser, vous le savez très bien, mais au moins on va vous mettre le lien vers la chaîne Telegram qui malheureusement est obligée de les diffuser pour nous permettre de savoir. Alors il n'est pas question de les regarder forcément à chaque fois jusqu'au bout tellement c'est abject. Mais au moins, vos contradicteurs pourront plus la ramener, vous pourrez leur dire, ben voilà, tes rebelles modérés, c'est ça. Voilà. Alors avant de passer à ce qui se passe sur le front ukrainien, comme d'habitude, on vous remercie pour votre fidélité, on vous remercie pour les nombreux commentaires positifs, les partages sous les vidéos, les partages de nos autres publications, hein, c'est très important. Vous le savez, pour notre référencement, c'est pas simplement une question de dire je fais connaître Veille Stratégique, c'est toujours très important parce que vous le voyez, entre ce qu'on vous dit à la télévision et puis la réalité, il y a un delta qui est toujours de plus en plus important. Donc il y a à la fois le référencement et puis aussi porter la bonne parole. Ne partagez pas que nos vidéos, hein, partagez toutes nos autres publications parce qu'elles ont aussi de l'intérêt. Merci à tous ceux qui nous soutiennent en rejoignant Patreon. Hier soir, on a fait notre visioconférence mensuelle, ça a été un beau moment d'échange et on essaye, alors là, certains pourraient nous dire, mais sur Patreon, en ce moment, il y a un peu moins de publications, actualité oblige, on a moins de temps de remettre en avant des contenus spécifiques pour nos abonnés, on s'en excuse, parce que l'actualité nous occupe à un niveau, vous en doutez bien, depuis 10 jours, même 15 jours maintenant, qui est absolument énorme, hein, puisque ça fait 15 jours que l'offensive djihadiste a commencé en Syrie, on est sur les dents, donc on partage un petit peu moins de contenu exclusif, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et puis un grand merci enfin à tous ceux qui, sur PayPal, continuent de nous faire des dons ponctuels. On a toujours besoin de votre soutien, je vous le rappelle, en cette fin d'année, pour faire l'acquisition de matériel informatique pour l'année prochaine, pour stocker nos données, nos vidéos notamment, et puis pour pouvoir s'abonner ou se réabonner à des sites d'information sur Internet dont les tarifs sont souvent prohibitifs, et puis aussi continuer d'acheter de la documentation pour nos bulletins spéciaux sur les différentes forces armées. Voilà, vous savez tout pour ce qui est de notre intendance et de notre logistique. Donc maintenant, on va parler de ce qui se passe sur le front ukrainien. Alors, en Ukraine, il faut d'abord signaler, parce que là, c'est passé tout à fait sous les radars, hein, on nous a rebattu les oreilles, et c'est là que vous voyez bien que tout ça, c'est du brassage d'air par les médias. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, on était sur les histoires de missiles de l'OTAN, manipulés par des gens de l'OTAN, qui frappent la profondeur du territoire russe, et puis ça va déclencher l'apocalypse. Pardon. Et demain matin, les Russes vont déclencher la guerre nucléaire. Alors, pardon, avec les Orechnik, ils ont montré qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser des armes nucléaires pour nous mettre en difficulté. Et on a eu donc, c'était dans la nuit d'avant-hier, une frappe sur la ville de Taganrog, hein, que vous voyez là en bas à droite de la carte, hein, donc était visée l'aérodrome militaire qui se trouve à côté de cette ville, hein, qui est dans l'oblast de Rostov-sur-le-Don. D'ailleurs, oui, Rostov-sur-le-Don, hein, c'était pas Madame Baerbock qui avait fait cette bêtise de dire que c'était en Ukraine, c'était la première ministre éphémère britannique Tusk. Hein, vous avez eu bien fait de nous reprendre dans les commentaires de l'avant-dernière vidéo. Donc là, il y a des attaques MS qui ont visé l'aérodrome militaire qui est situé à Beriev, pour vraisemblablement toucher les avions de veille radar des forces aérospatiales russes, hein, les équivalents des AWACS, hein, c'est des A-50 S. On ne sait pas encore si y en a qui ont été touchés ou pas, mais en tout cas, donc il y a eu 6 attaques MS qui ont frappé dans la profondeur. Alors encore une fois, hein, sur une cible militaire, ça n'a pas touché des civils ou des installations civiles. Et on a eu dans le même temps, alors là c'était avec des drones,
une attaque sur un dépôt pétrolier dans le secteur de Bryansk. Et ce matin, on a appris qu'il y avait eu à nouveau des frappes de drones sur Grozny et qui visaient cette fois encore les forces constabulaires de la République tchétchène. Hein. Là, c'est une caserne d'un régiment spécial de la police qui a été visée. Et donc, on voit que les Ukrainiens continuent ce genre d'opération, mais cette attaque sur Taganrog, c'est vraiment quelque chose où là, on peut s'attendre. Il y a certaines rumeurs qui courent depuis hier soir que les Russes auraient prévenu les Occidentaux qu'il allait y avoir une nouvelle frappe d'Orechnik sur une ville ukrainienne en réplique de cette attaque. Pour dire, voilà, à chaque fois que vous utiliserez les attaques MS pour frapper le territoire historique de la Russie, vu qu'on sait qu'il faut qu'il y ait des agents américains, enfin des soldats américains qui opèrent pour tirer ces missiles, eh bien, on va répliquer. Et alors, la dernière fois, vous le savez, pour le premier tir, c'était Dniepopetrovsk qui a été touché. Est-ce que là, est-ce que les Russes prennent leur temps, comme d'habitude, hein, et ne réagissent pas au quart de tour? On le verra dans les heures qui viennent. Mais c'est quand même important de voir que cette frappe n'a absolument pas été médiatisé. On n'en a absolument pas parlé, hein, parce que, bah voilà, encore une fois, hein, c'est la société du spectacle que décrivait si bien Guy Debord. On vous projette sur le fond de la caverne telles ou telles images, on vous dit que c'est là que ça se passe, et on vous dit plus ce qui se passe ailleurs. Et parce que c'est plus nécessaire. Quand ce sera à nouveau nécessaire pour le narratif de la peur, on vous dira, bah voilà, faut à nouveau regarder le théâtre ukrainien, hein, pour avoir à nouveau peur et répondre correctement aux sollicitations d'un Emmanuel Macron qui vous dira qu'il faut envoyer du monde sur place. Voilà à quoi ça sert d'agiter les drapeaux rouges comme ça sous le nez des gens qui n'ont pas le recul nécessaire. Alors en ce qui concerne le front, eh bien toujours on va parler de Pokrovsk qui est encadré et dont on voit le nom sur la carte, et puis de Kurakhove, puisque comme d'habitude c'est là que se focalise l'essentiel des combats. Alors on vous signale que dans le secteur de Soumy, le saillant de Souja, donc dans l'oblast de Koursk, le village de Plekovo a été reconquis par l'armée russe hier, hein, c'est définitif. Donc là, ça veut dire que la pince orientale russe dans le saillant se rapproche de plus en plus de la R200 hein, qui relie Soumy à Souja. On a également vu, c'était sur Veille Stratégique hier en fin de journée avec la vidéo de Web Union, la progression de l'armée russe dans Toretsk, hein, qui gagne de plus en plus de terrain. Mais ça, ce sont pour Soumy comme pour Toretsk des fronts que nous qualifions de secondaires, puisque c'est pas là que se déroule l'offensive majeure de l'armée russe. Hein. L'offensive majeure de l'armée russe, c'est Pokrovsk. Et donc dans le secteur de Pokrovsk, comme vous pouvez le voir, donc on a repris la carte de Rybar parce qu'elle est très détaillée. Vous voyez, l'armée russe se rapproche de plus en plus. Hein, sur la gauche de la carte, Novotroïske est quasiment conquise pour moitié. Shevchenko, c'est en cours, et on voit que d'autres attaques se déroulent sur toute la partie est, hein, par rapport à l'autoroute M30 qui descend depuis Pokrovsk vers le sud. Les Russes sont en train, encore une fois, de créer des petits chaudrons tactiques pour encercler les forces ukrainiennes et les contraindre à se replier. Vous voyez aussi en rouge rosé tout autour de la ville de Pokrovsk, vous voyez les bastions défensifs ukrainiens, et vous constatez que sur la partie qui est le plus à gauche de la carte, il y en a beaucoup moins, hein, que les défenses sont beaucoup moins solides qu'on ne peut le voir notamment au nord et au centre. Et que c'est pour ça que les Russes développent, comme on l'a signalé, l'enveloppement de la ville par l'ouest. Non seulement les défenses sont moins fortes, mais en plus, ça va permettre de couper, hein, je vous renvoie au bulletin précédent, les deux principales routes qui mènent de Pokrovsk à l'ouest de l'Ukraine et qui servent à la logistique de l'armée ukrainienne dans tout le secteur. Et puis vous avez aussi, en plus de ces routes, bien sûr le chemin de fer qui, si lui aussi finit par être coupé, la ville de Pokrovsk finira par tomber comme un frimur. Hein, on n'a pas arrêté de vous expliquer la stratégie, la tactique des Russes en termes de guerre urbaine. Hein, on encercle en laissant une porte de sortie. Soit vous restez, vous vous rendez, soit vous restez, vous faites Cameron et vous êtes détruit, soit vous essayez de sortir et vous êtes là aussi détruit. Voilà, les options sont pas très compliquées, et la finalité c'est toujours la même, c'est que
par effet par effet de conséquence, on prendra la ville, mais surtout, on aura détruit l'effectif combattant de l'armée ukrainienne. Hein. Donc, il va falloir surveiller tout ça, parce que, comme on l'avait évoqué tout au début, maintenant que l'offensive se développe vraiment en direction des quartiers ouest de la ville, il y a 2 installations industrielles, une de coke et une autre d'acier, si ma mémoire est bonne, qui risquent de tomber entre les mains de l'armée russe, ou qui risquent de ne plus pouvoir fonctionner parce que l'armée russe sera à quelques kilomètres de ces installations industrielles qui sont stratégiques pour la production métallurgique de l'Ukraine. Donc si ça tombe, plus rien ne pourra, tout ce qui est construit au niveau militaire et qui a besoin d'un minimum d'acier, eh bien, tout ça va cesser de fonctionner si ces 2 installations, dans les semaines qui viennent, sont prises par l'armée russe ou sont menacées par les tirs de l'armée russe et qu'elles ne peuvent plus fonctionner. Donc la situation continue de se détériorer pour l'armée ukrainienne, qui ne recule toujours pas, hein. Il n'y a toujours pas de traces d'un repli stratégique vers d'autres lignes, parce que de toute façon, une fois que Pokrovsk est tombé, on vous l'a montré sur les cartes dans les précédents bulletins, derrière, il y a plus de défense organisée en termes de fortification. Là, c'est vraiment la dernière ligne. Et c'est vraiment le dernier bastion en termes de logistique, c'est le dernier grand nœud de la logistique ukrainienne. Donc à surveiller, notamment, là vous le voyez sur la carte, hein, sur la partie droite, que va-t-il advenir de Shevchenko dans les heures ou dans les jours qui viennent, ça va être à surveiller en suivant le site tous les jours. Et enfin, donc au sud, hein, donc là on se déplace de quelques kilomètres vers le sud, on voit que les Russes poursuivent leur avance donc dans le grand secteur qu'on a baptisé Kurakhove, qui est en plein milieu de la carte, où on voit que là encore, les Russes continuent de se rapprocher pour donc finir d'encercler les petites poches tactiques ukrainiennes, mais surtout, vous le voyez, ils se rapprochent d'Andrivka et de Constantinople, hein, qui se trouvent donc sur la gauche de la carte, qui sont, eux, là encore, dans cette zone-là, et surtout Constantinople, c'est la plaque tournante de la logistique de toutes les troupes qui combattent à l'est, et notamment dans ce que nous on appelle le saillant de Kurakhove. Si Constantinople, la route qui relie Constantinople à Kurakhove est coupée à un moment ou un autre par les Russes, les défenseurs de Kurakhove, et puis ensuite au sud de Ganivka, etc., seront coupés de tout type de ravitaillement. Donc soit ils vont se rendre, soit ils vont périr, mais leur situation devient de plus en plus compliquée. Et ce qu'il faut surveiller, c'est que cette coupure de cette voie peut s'opérer depuis Sansivka au nord, depuis Soukiyali, hein, vous le voyez au sud, mais aussi depuis le long du réservoir de Kurakhove, puisque les Russes progressent sur la rive nord, ils ont atteint Stariterny, et si depuis Stariterny ils arrivent à descendre plein sud, ils couperont la voie. C'est peut-être eux qui, les premiers, couperont cette route. On verra dans les jours qui viennent comment ça va se développer, mais tous les efforts offensifs russes sont bien situés dans cette zone et continuent de produire ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la destruction de l'armée ukrainienne, qui permet ensuite, par sa disparition, de conquérir du territoire pour que Kurakhove et l'encerclement par le nord, par le nord du réservoir. Vous voyez, vous avez une carte qui vous précise les choses en haut à droite, où on voit que les Russes sont arrivés à la hauteur de la route qui passe tout le long du réservoir et qui mène plein sud et qui leur permettrait d'atteindre la route H15 et donc de couper Kurakhove de tout ravitaillement. Donc là, les défenseurs de Kurakhove se retrouveraient dans l'incapacité de se replier via une route sûre et de recevoir facilement des renforts, parce que la route, la partie occidentale vers Constantinople, serait bien évidemment sous les feux directs des armes légères de l'armée russe. Voilà donc, chers amis, ce qu'on peut dire ce matin, 12 décembre, de la situation internationale. Donc, prenez du recul, prenez le temps d'analyser les choses, recoupez les informations et ne vous laissez pas emporter par le torrent médiatique dans tous les domaines, et notamment en ce qui concerne la Syrie, sur les rebelles modérés, les gentils djihadistes.
Hein, on va vous mettre le lien vers le site Telegram, c'est Middle East Spectator, si ma mémoire est bonne, et vous pourrez malheureusement constater que la réalité entre le mot rebelle modéré ou djihadiste modéré, etc., et la réalité, il y a une différence monumentale d'humanité. Voilà, chers amis, donc je vous retrouve pour Veille Stratégique lundi matin. Je vous retrouve demain matin entre 8h et 9h sur GPTV pour à nouveau évoquer toute cette problématique du narratif autour des rebelles modérés en Syrie. Et puis, je pense qu'on fera aussi un petit point avec Nicolas Stocker sur la situation en Ukraine. Donc d'ici là, bien restez à l'écoute de nos réseaux, sur le site internet, sur Facebook, sur Telegram et sur mon compte X, Tercios del Sol. Et si vous voulez nous soutenir, eh bien n'hésitez pas à nous faire un petit don. Au revoir, à bientôt.